Lorsque nous avions découvert cette planque, nous n'avions pas pris le risque de pénétrer dans le garage sans fenêtre qui se trouvait à droite de la maison. Le simple fait d'installer les petits émetteurs à infrarouge dans les buissons était en soi un sacré pari. Et nous ne nous y étions résolus qu'après nous être assurés qu'il n'y avait pas déjà un système d'alarme dans le jardin. « T'en penses quoi » demanda Louis. Sa peau foncée accrochait la lumière de la lune, lui donnant plus que jamais l'aspect d'une créature nocturne. Il portait un pantalon de coton sombre resserré aux chevilles et une veste Belstaff noire en coton huilé, dont les boucles et les boutons dorés avaient été remplacés par des équivalents plus discrets. Il avait l'air cool. Cela dit, il avait toujours l'air cool. « Je commence à avoir des crampes. Voilà ce que j'en pense, » lâcha Angel. « Si on ne bouge pas bientôt, il va falloir que vous me trimballiez là-bas en chaise à porteur. » Angel s'en foutait d'avoir l'air cool. Ses vêtements étaient pratiques et pas griffés. Il préférait ça. Ses cheveux gris étaient cachés sous un bonnet noir, sans lequel il faisait son âge. Il était plus vieux que Louis et moi, et ces derniers temps, il était devenu plus calme et plus prudent. L'ombre de la mort étendait ses ailes sur lui comme un faucon sur une proie agonisante. Nous étions accroupis dans l'herbe au bord de la chaussée, Angel à ma gauche et Louis à ma droite, chacun armé d'un Glock 9 mm chargé de munitions subsoniques. On y perdait un peu de vitesse, mais de toute façon, si on coinçait le collectionneur, on travaillerait à bout portant. À l'est et à l'ouest, les maisons voisines étaient habitées et le quartier était tranquille. On ne voulait pas rameuter les flics du coin en faisant autant de boucans que lors du règlement de compte à Hockey Coral. On avait également enfilé des masques à gaz de fabrication russe. Ils avaient coûté moins cher que les baskets d'Angel, mais ils ne nous avaient encore jamais fait défaut. « Passez par derrière, » dis-je, « je couvre la façade. » Louis sortit une grenade lacrymogène d'une de ses poches. Angel en avait une autre, et moi deux de plus. « Essaie de ne pas te prendre une balle avant de les avoir lancées, » me dit Angel. J'essaierai aussi de ne pas m'en prendre une après. La situation n'était pas idéale. Il fallait qu'on brise les vitres pour balancer les grenades à l'intérieur, en espérant ne pas se faire tirer dessus dans l'intervalle. Si le collectionneur était coincé et choisissait de tenter sa chance en restant à l'intérieur, Angel et Louis seraient obligés d'entrer pour le débusquer ou de le rabattre vers l'extérieur, où je l'attendrais. Des lance-grenades auraient peut-être été plus efficaces, mais ce genre d'instrument avait tendance à attirer l'attention dans les banlieues résidentielles, et ils étaient difficiles à dissimuler sous une veste, même quand elle était aussi chère que celle de Louis. Une autre possibilité aurait été d'enfoncer les portes et d'entrer en tirant, comme une section d'assaut, mais on courait le risque d'avoir l'air stupide, et mort de surcroît, si les portes étaient blindées ou piégées. Le collectionneur faisait grand cas de sa santé. C'était le 3e trou à rats du collectionneur qu'on ciblait, et à ce stade, on était presque devenus des experts en la matière. Quand on déboula des deux côtés de la maison simultanément, les 3 fenêtres se brisèrent comme si elles n'en avaient formé qu'une seule. Les grenades répandirent leur mixture de gaz lacrymo, de quoi remplir près de 600 mètres cubes en moins d'une minute. Quiconque se trouvait là-dedans ne pourrait y rester très longtemps. Déjà tendu avant de balancer la première grenade, je l'étais 2 fois plus en me préparant à lancer la seconde. Si on devait me tirer dessus, ça serait à ce moment-là. Cependant, il n'y eut aucune réaction à l'intérieur. Au bout d'une minute, j'entendis un nouveau bruit de verre cassé. Angel et Louis entraient par une fenêtre, pas par une porte. C'était un risque calculé. S'exposer en passant par une ouverture ou essayer la porte en espérant qu'elle n'était pas piégée. Ils avaient opté pour la première solution. Quant à moi, je reculais pour me mettre à l'abri derrière la voiture garée dans l'allée. Une berline de taille moyenne, une Chevrolet, le genre de véhicule que pourrait conduire un comptable. L'habitacle était impeccable, les sièges nus. Rien ne se produisit. Pas de cris, pas de coup de feu. J'entendis des portes claquer dans la maison, mais rien de plus. Au bout de 3 minutes, mon portable sonna. C'était Louis. Il respirait avec difficulté. Derrière lui, j'entendais Angel tousser. « Il s'est barré !» dit Louis. On laissa le gaz s'évacuer avant de retourner à l'intérieur. La maison était plus meublée que celle que nous avions déjà visitée. Il y avait des bouquins sur les étagères, pour la plupart des biographies d'hommes politiques ou des livres d'histoire contemporaine. Et un effort avait été fait pour la décoration. Par endroits, le parquet était recouvert de tapis bon marché, mais non dénués de goût, et des toiles abstraites étaient accrochées au mur.
Dans la cuisine, les placards contenaient des boîtes de conserve, du riz, des pâtes, 2 pots de café instantané et une bouteille de cognac Martel XO. Un mini-frigo posé par terre ronronnait. À l'intérieur, il y avait des barres de céréales, du lait et 6 canettes de soda light. Dans le salon, un lecteur de DVD était branché sur la télévision, mais il n'y avait pas de réseau câblé. Un exemplaire du Washington Post du jour gisait au pied de l'unique fauteuil, à côté d'un mug plein de café, encore chaud. On avait dû le louper de quelques minutes, voire quelques secondes. J'aperçus un objet accroché à la liseuse à côté du fauteuil, une griffe d'ours montée en pendentif. Le collectionneur l'avait prise dans le camion de Jackie, avant ou après l'avoir tué. Autrefois, elle était pendue à son rétroviseur. C'était censé lui porter chance, mais ça n'avait pas empêché la sienne de tourner. En fin de compte, la chance finit toujours par tourner. Pour tout le monde. Le collectionneur gardait des souvenirs de ses meurtres. Il n'avait pas abandonné celui-ci de gaieté de cœur. C'était un message à notre intention, un défi, ou peut-être une récompense, selon comment on choisissait de l'interpréter. Je m'approchais de la fenêtre avec précaution pour jeter un coup d'œil au petit jardin à l'arrière de la maison auquel s'adossaient les propriétés voisines. Au loin, je distinguais les lumières de Newark. Je sentais sa présence. Il nous observait. Il savait qu'on ne viendrait pas le chercher à pied, de nuit, sur un terrain inconnu. Il attendait de voir ce qu'on ferait ensuite. « J'ai trouvé d'autres babioles !» annonça Angel. Il me rejoignit à la fenêtre, le dos collé au mur. Malgré l'obscurité, il ne voulait pas constituer une cible. Dans sa main gantée, il tenait un bracelet à chaînette en or, la photo d'une jeune femme dans un cadre d'argent ouvragé et une chaussure de bébé moulée dans du bronze, à chaque fois, le souvenir d'une vie volée. « Comment est-il sorti ?» demandai-je. « Par la porte de derrière ?» Elle est verrouillée de l'intérieur, celle de devant aussi. Vous avez dû casser une fenêtre pour entrer. Elle ne s'ouvre que par le haut, et un enfant pourrait difficilement passer dans l'ouverture. « Ici !» dit Louis. Nous le rejoignîmes dans la chambre à coucher principale. Comme toutes les autres pièces, elle était basse de plafond. On avait découpé un trou dans le mur à côté de la fenêtre pour la climatisation, mais le bloc n'avait pas été installé, et le trou était recouvert de planches. À côté, il y avait une chaise. Louis monta dessus et appuya sur le panneau. Il était muni de gonds et il pivota comme une chatière sous la pression de sa main. Le trou semblait petit, mais lorsque Louis souleva le cadre qui l'entourait, il constata que l'espace était suffisant pour qu'un homme de taille moyenne puisse s'y glisser. « Je parie que le panneau de l'autre côté a également des gonds, » dit-il. « Il est sorti par là en rampant comme un cafard. » Louise descendit de sa chaise. La nuit était claire. Aucun nuage ne masquait la lune. « Il est dehors, hein ?» reprit-il. « Probablement. »« Ça ne peut pas durer. Il va finir par se fatiguer de courir. »« Peut-être. Qui sait de combien de trous à rats il dispose. Mais quelque part, il y en a un qui est plus important que les autres, plus important que celui-ci même. C'est là qu'il planque l'avocat. » Eldritch, l'avocat, pilotait le collectionneur, l'envoyant chez ceux qui, à ses yeux, avaient renoncé à leur droit à la vie, peut-être même à l'immortalité de leur âme. Eldritch se chargeait du dossier de l'accusation et le collectionneur du châtiment. Mais l'avocat avait été blessé au cours de l'incident où la femme avait trouvé la mort, incident qui avait lancé le collectionneur aux trousses de Jackie. Depuis, le collectionneur avait fait disparaître Eldritch. Qui sait, Eldritch était peut-être même mort. Si c'était le cas, le collectionneur était entièrement livré à lui-même, car l'avocat tenait son chien de chasse en laisse, du moins un peu. « On va continuer à chercher sa planque ?» demanda Louis. « Il a tué Jackie. »« Jackie l'a peut-être bien cherché. »« Si c'est vraiment ce que tu penses, on l'a tous bien cherché. »« C'est pas forcément faux. » Angel vint nous rejoindre. « Pourquoi n'a-t-il pas répliqué ?» demanda-t-il. « Pourquoi n'a-t-il pas tenté de nous faire sortir ?» Je pensais détenir la réponse. Peut-être qu'il croit avoir violé son propre code en descendant de Jackie. Ce n'était pas à lui de lui ôter la vie, quelles que soient les fautes que Jackie ait pu commettre. Dans ce qui lui tient lieu de conscience, le collectionneur se dit...